Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 24 janvier, il est presque 15h et j'ai le plaisir de venir ouvrir ce nouveau vlog avec une petite accalmie et ce ciel quasiment intégralement bleu. Une accalmie qui fait le plus grand bien. Néanmoins, vous entendez, il y a encore beaucoup de vent et puis bien sûr le bruit des vagues. Vous avez très certainement dû reconnaître l'endroit où je me trouve, un endroit qui n'est pas très loin de mon travail, ce qui me permet de faire quelques petites balades sur la plage. J'en profite bien évidemment pour continuer ma lecture en cours, une lecture en cours incroyable. Il s'agit de La guérisseuse de Florence, écrit par Anna Rash, publié aux éditions Sabran. J'en suis à la page 101, mais alors quel récit! La plume de l'autrice est exceptionnelle, elle sait nous envoûter dès les premiers mots. J'ai été happée par ce récit, je suis captivée par l'histoire de cette femme qui s'appelle Ginevra et qui a un véritable don. Entre guérisseuse ou sorcière, il n'y a qu'un pas dans cette société, nous sommes au XIVe siècle, alors autant vous dire que si l'on découvre ce qu'elle pratique, son sort sera bel et bien scellé. Je vous en dis un petit peu plus la prochaine fois, mais alors je n'ai qu'une hâte, c'est de me replonger dans cette intrigue qui est vraiment incroyable. Intrigue pour laquelle je pourrais vous relire la 4e de couverture lorsque le son sera un petit peu meilleur. Mais alors, le postulat de départ est que nous allons rencontrer cette femme qui est exilée, tout simplement en raison de ses connaissances des pierres, en raison que nous sommes dans une société italienne de l'époque où l'Église prend peu à peu le pas sur la vie des habitants. Et une sorcière, non, n'est certainement pas la bienvenue. C'est pourquoi elle a été poussée à l'exil. Elle n'est priée de ne plus jamais remettre les pieds dans cette ville qu'elle aimait tant, la ville de Florence. Néanmoins, il y a dans ce cœur de cette ville qui vit d'une situation totalement dramatique où les morts s'enchaînent, eu égard à la peste qui foudroie littéralement tous les habitants. Des reliques disparaissent les unes après les autres et il va bien falloir faire appel à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Ginevra. Elle va être rappelée à revenir dans la ville pour découvrir, pour démasquer qui est le voleur. En tout cas, dès le départ, j'ai été happée par cette histoire. Et puis, je vous le présenterai un peu mieux en vidéo. Mais alors, la direction artistique et la présentation du récit est juste pépite et juste magistrale. En tout cas, j'ai hâte de me replonger dans ma lecture et de vous la présenter. Mais qui dit lecture en cours dit très certainement un coup de cœur en cours également. Avant de me replonger dans ma lecture et pendant que je suis sur ma pause déjeuner, je vais en profiter pour faire ma photo de ce récit. Te souviens-tu d'elle? Un roman écrit par Céline Penquin. On est dans une fresque familiale féminine où l'autrice va venir nous raconter l'histoire de 5 femmes de cette famille. Des femmes exceptionnelles. Nous sommes au début du 19e siècle lorsque nous démarrons ce récit et nous allons les suivre entre pudeur et élégance et quelques confessions. Nous allons suivre la vie de ces aïeules qui ont traversé la grande histoire. On va suivre bien évidemment leur vie et comment elles ont été impactées à la fois par toute l'histoire qui s'est déroulée devant leurs yeux, comment elles ont été impactées par tout ce qui s'est déroulé, que ce soit des choses positives ou négatives, comme notamment la Première Guerre mondiale. Alors, ceci est conté sous la forme d'un roman, mais il s'agit d'une histoire vraie, une histoire incroyable, une plume d'une fluidité exceptionnelle, un récit qui a été un coup de cœur. J'ai eu la chance de le découvrir au mois de décembre. Je ne viens vous en parler sur mes réseaux que maintenant, mais si vous aimez les histoires vraies, les fresques familiales récitées avec une fluidité incroyable, eh bien nul doute que les 5 femmes qui seront mentionnées dans ce roman vous resteront gravées dans la tête et dans le cœur. Alors je vais faire ma photo, je vais poster ma chronique sur Instagram
Et puis, dans mon prochain rush, je viendrai vous parler un petit peu plus en détail de ce roman. Allez, c'est parti, je vous reprends un petit peu plus tard. Passionnant, fascinant et addictif, tels sont les 3 mots qui qualifient à merveille le roman que je viens de terminer. Nous sommes le dimanche 25 janvier, il est 17h30 et cela fait à peine un petit quart d'heure que j'ai terminé ma lecture. Alors, cela va être un avis complètement à chaud. Ce roman est écrit par Anna Rash et est La guérisseuse de Florence, publié aux éditions Sabran, pour lequel je vous partage la 4e de couverture. Ginevra a un don. Maîtresse des mystères de l'alchimie, elle sait soigner les cas les plus désespérés grâce au pouvoir des pierres. Mais lorsque les rumeurs sur ses capacités parviennent aux oreilles de l'Inquisition, elle est aussitôt bannie de Florence pour sorcellerie. Après une décennie d'exil et alors que la peste noire infeste l'Italie, Ginevra est rappelée dans sa ville natale. Elle qui espérait que les dirigeants de la ville feraient appel à ses talents de guérisseuse, il lui confie cependant une mission inattendue. Démasquer l'auteur d'une série de vols de reliques sacrées. Ginevra fera dès lors tout pour découvrir la vérité, mais dans une ville ravagée par la mort, elle comprendra à ses dépens que la folie s'empare vite des vivants. C'est un roman qui est publié donc aux éditions Sabran et qui fait 380 pages. Alors je ne reviendrai pas sur le livre-objet qui est juste incroyable. Mais avant de vous parler du roman et de faire ce voyage en Italie et plus précisément dans la charmante ville de Florence, je vais vous montrer quelques pépites qui se cachent au cœur de ce récit, une direction artistique juste exceptionnellement belle. Tout d'abord, dès lors que nous ouvrons ce roman, nous avons une page de garde et alors vous voyez les motifs. Et ensuite, eh bien, nous avons un plan de la ville, un plan plutôt bien détaillé qui nous permet bien évidemment de se repérer dans l'espace. Et ensuite, regardez la beauté des pages d'en-tête de partie. Vraiment magnifique. Et puis, à chaque paragraphe, nous avons à nouveau les petits motifs. Et c'est ainsi que nous avons le plaisir déjà de se plonger visuellement dans ce roman. Nous partons en Italie. Nous sommes au XIVe siècle, une Italie où la magie, la médecine et la religion sont très, très liées. Liées ou déliées, cela est au bon vouloir de qui la dirige, mais dans la petite ville de Florence, nous allons donc rencontrer Ginevra qui est à l'exil depuis plus d'une dizaine d'années. Un récit découpé en 3 parties. Dans une première, nous allons rencontrer cette femme incroyablement fascinante et l'autrice nous invite même à travers une double temporalité à la découvrir dans son présent qui est le milieu du XIVe siècle et à la découvrir lorsqu'elle était plus jeune, lorsqu'elle était enfant au sein de sa famille. À travers cette découverte incroyable de cette femme qui va vraiment se livrer devant nous et que nous allons voir évoluer à travers cette double temporalité, nous allons découvrir une autre femme qui s'appelle Vermilla, qui, elle, eh bien, est considérée comme une sorcière, mais ce, depuis des générations. Un don héréditaire, passé de génération en génération, et qui maintenant, eh bien, elle est prête à passer ce don, à le transmettre à Ginevra. Une transmission que l'on ressent très bien, une transmission, j'ai envie de dire, faite presque avec le cœur. Et puis, nous allons découvrir Ginevra qui va évoluer peu à peu jusqu'à évoluer eh bien, toute seule pour des raisons que je vous laisserai bien évidemment découvrir. Alors, à travers sa plume, j'ai envie de dire quasiment envoûtante, l'autrice démarre le récit avec un fait tout à fait banal. Je ne sais pas vous, mais j'ai un petit peu plus l'habitude d'être accroché dans un récit avec un fait
exceptionnel, un fait qui va vraiment venir titiller ma curiosité, un petit peu comme dans les thrillers où nous avons l'habitude, dans le prologue, de découvrir soit le meurtrier, soit nous découvrons sa victime. En tout cas, nous démarrons une intrigue avec un fait extrêmement fort. Ici, nous allons rencontrer Pietro, qui va remettre à Ginevra un courrier. Voilà, un courrier qui marque le début de l'histoire de Ginevra, en tout cas de l'histoire dans son présent, où elle est, depuis 10 ans, exilée, et elle est rappelée dans la ville de Florence, une ville qu'elle aimait tant, et qu'elle a dû quitter il y a 10 ans, accusée de sorcellerie suite à divers événements qui nous sont très très bien contés. Une intrigue très bien ficelée, où vous le comprendrez, on se plonge dans cette Italie où la religion a une part extrêmement importante, et ainsi que les convictions de chacun. Une Italie empreinte par un moment de désespoir, un instant extrêmement dur est en train de se dérouler, où les habitants tombent les uns après les autres, eu égard à la peste noire qui sévit notamment dans la ville de Florence. Dans une seconde partie, nous allons continuer à suivre cette femme fascinante à travers le vol de reliques à laquelle peu à peu nous allons assister, mais pas que, parce que nous allons suivre chacun de ses pas dans la ville de Florence. Et enfin, nous avons une troisième partie qui va venir un petit peu mettre l'accent de manière plus ferme sur le vol de reliques sacrées et sur l'enquête qu'elle doit mener. Mais alors, quelle plume! Et puis alors, quel travail de l'autrice, un travail de recherche méticuleux et qui nous plonge de manière la plus immersive possible dans la ville de Florence. Au fur et à mesure des pages, nous se comptons à la fois une histoire et en même temps, nous visitons cette ville. J'avais littéralement l'impression, en fermant ce livre, de connaître par cœur la ville de Florence. S'agissant de l'autrice, il est mentionné en 3e de couverture qu'elle est historienne et gémologue. Et oui, parce que le pouvoir de son personnage principal réside en une connaissance extrêmement précise et pointue des pierres qu'elle utilise, et qu'elle utilise le plus souvent pour les autres, pour sauver des vies. Ginevra a un souhait est d'intégrer la guilde des épiciers, apothicaires et médecins, mais c'est une femme et on est dans une Italie purement 100% masculine. Elle n'aurait absolument pas sa place. Et c'est peut-être pour cela qu'elle va accepter la mission de tenter de retrouver celui qui vole les reliques sacrées. La religion est très présente, bien évidemment, dans ce récit, jamais trop, mais suffisamment pour marquer cette opposition entre l'Église et les autres. Les autres, ce sont ceux qui, par d'autres voies que des prières, tentent d'apporter le bien ou de faire le mal. Un récit mais captivant du début à la fin. Et alors, dans le final, dans les remerciements, l'autrice, même avant, dans l'épilogue, l'autrice nous précise l'étendue de ses sources. À travers une petite note, elle nous mentionne qu'elle est passionnée par son métier, passionnée par les pierres, passionnée d'histoire et notamment du Moyen-Âge et par toute cette empreinte qu'il y a en Italie au Moyen-Âge entre l'Église et puis ceux et celles accusés de sorcellerie. De là lui est née l'idée de créer ce récit et pour cela, elle a démissionné de son travail et est partie 3 mois dans la ville de Florence. Et je peux vous dire que cela se sent. Encore une fois, on a vraiment ce côté extrêmement immersif. On découvre Florence, on découvre la vie italienne, mais on est au XIVe siècle. Pour ceux et celles qui ont vu mon vlog précédent, je vous avais parlé d'un roman qui pour moi avait été une déception et j'avais mentionné dans mes arguments que nous étions en Angleterre
et que si on enlevait 2-3 termes de l'époque, eh bien, le récit pouvait être retranscrit à n'importe quelle époque, à n'importe quel lieu. Là, ce n'est clairement pas le cas. Dans ce récit, on est au XIVe siècle, on est en Italie, on est dans la mentalité italienne avec cette emprise de l'Église sur la population. On est au cœur du drame que vit Florence à travers cette peste noire qui fait tomber les hommes et les femmes et les enfants les uns après les autres. Mais quel récit immersif, du début à la fin, passionnant par ce personnage extrêmement fort qui est Ginevra, passionnant par les rencontres qu'elle va faire et par l'enquête qu'elle va mener. Alors l'enquête ne prend pas le pas sur le reste de l'histoire, tout est brillamment dosé. Très honnêtement, je m'attendais à ce que l'enquête commence du début jusqu'à la fin, un petit peu à la façon d'un thriller. Ce n'est pas le cas et c'est parfait. C'est parfait parce que tout est dosé. Il est très très important de planter le décor, de planter notre rencontre à nous lecteurs avec ce personnage extrêmement fort, à la fois très mystérieux et à la fois très attendrissant, une femme extrêmement attachante, forte de ses convictions, forte de ce qu'elle croit faire et de ce qu'elle fait réellement, forte de son amour pour autrui. Un personnage vraiment déterminant pour toute l'intrigue, puisque évidemment elle porte toute l'histoire sur les épaules, mais plus encore, elle porte l'histoire et le présent d'un grand nombre de personnes. Alors dans ce récit, l'autrice nous indique qu'elle a mélangé à la fois de l'histoire et puis de la fiction et de la fantaisie. Tout, encore une fois, est très très bien dosé. Un récit que je vous recommande. Je vous propose de vous poser, d'ouvrir le livre, de le découvrir et, si comme moi, eh bien vous vous laisserez emporter par cette histoire. Une histoire qui, bien évidemment, a un point final et pourtant, lorsqu'on le referme, eh bien je n'avais qu'une seule envie, c'est de rester au XIVe siècle dans la ville de Florence et de voir un petit peu l'évolution de cette ville à la fin de ce récit. Alors, va-t-elle aller au bout de son enquête? Va-t-elle avoir les capacités et être en mesure de le faire? Ça, je vous laisserai le découvrir dans ce roman vraiment, mais alors vraiment passionnant. En tout cas, un roman que j'ai aimé découvrir, un coup de cœur. Je l'avais dit dans mon précédent rush lorsque je vous avais dit je vous présente ma lecture en cours et j'avais mentionné, plutôt devrais-je dire, je pense que c'est un coup de cœur en cours. Le coup de cœur, c'est confirmé. Il n'y a pas d'autre mot, je ne peux rien dire de plus tellement j'ai été happé par cette histoire, captivé par l'histoire de cette femme, captivé de découvrir son enfance, cette transmission, cette enquête, les personnages, l'adversité et surtout, elle est tellement inspirante, force est de constater qu'elle a une détermination à toute épreuve. Alors une détermination qui suffira, oui ou non, pour résoudre cette enquête, selon les conditions menées et dictées par certaines personnes, ça, eh bien, à vous de les découvrir. Moi, j'en ai la réponse, mais je vous souhaite vraiment de vous plonger dans cette Italie du Moyen-Âge. Petit fait supplémentaire qui va venir nous plonger définitivement dans cette Italie du XIVe siècle, eh bien, cela réside dans le choix de la police d'écriture. Tout simplement, lorsque l'un des personnages reçoit un courrier, eh bien, la police d'écriture va changer et nous plonge avec cette sensation d'une écriture un petit peu à la plume, une écriture des anciens temps. Et là, j'ai beaucoup aimé qu'il y ait dans ce récit ce souci du détail, que ce soit évidemment dans le récit, dans l'histoire, dans les faits, mais également jusqu'à la police d'écriture. Vraiment, pépite, je vous le recommande. En tout cas, c'est un roman
aussitôt acheté, tout de suite lu, et je ne regrette absolument pas de l'avoir sorti aussi vite parce que quelle belle découverte. En tout cas, je note que je débute la semaine de lecture avec un très joli coup de cœur, un voyage au Moyen-Âge en Italie. Ma prochaine lecture est une lecture jeunesse et je vous expliquerai pourquoi j'ai envie de la découvrir à présent. Mais j'avais déjà chroniqué le premier tome sur Instagram, la saga Indiana Bones, publiée aux éditions Saxo, une maison d'édition avec laquelle j'ai la chance d'être partenaire cette année. Le premier tome s'intitulait Indiana Bones et la dernière croisière, et le tome 2, qui va être donc ma prochaine lecture, s'intitule Indiana Bones et la bibliothèque maudite. Je vous partage la 4e de couverture du premier tome, parce que bien évidemment, je ne vais pas vous lire celle du second tome, afin de ne pas vous spoiler. Indiana Bones n'est pas un chien comme les autres, il parle et avec sa maîtresse et meilleure amie Aisha, il peut résoudre tous les mystères. Tiens, c'est quoi ce vieux parchemin? Son flair ne s'y trompe pas, c'est un indice pour retrouver le trésor du vengeur solitaire. Serait-il caché dans une pyramide? Vite! Il faut prendre un bateau pour l'Égypte. Indiana et Aisha doivent tout faire pour parvenir à destination avant leurs ignobles et nauséabonds ennemis. Je vous présente donc nos 2 personnages principaux de cette saga. Nous avons ici Indiana Bones et ici sa meilleure amie Aisha. Vous l'aurez compris, Indiana Bones n'est pas un chien. Comme les autres, il est doté de pouvoirs très surprenants. En tout cas, tous 2 ont une quête à mener, trouver ce fameux parchemin, et pour cela, ils s'envolent pour l'Égypte. Une aventure rocambolesque, une aventure parfois loufoque, qui ne manquera pas de faire sourire, y compris les plus jeunes lecteurs, mais même nous adultes, on se prend au jeu de cette aventure. Une aventure que j'avais beaucoup aimé découvrir, et j'avais bien aimé également la manière dont les éditions Saxo avaient présenté. Je trouve que pour les plus jeunes lecteurs, c'est toujours hyper chouette d'avoir quelques illustrations à l'intérieur, les en-têtes de chapitres, les petits os qui se trouvent à entourer les bas de page, et puis voilà, il y a quelques représentations dans le récit. Un récit qui m'avait énormément plu, je me suis laissé porter par les aventures de ces 2 personnages, et donc je vais désormais découvrir le tome 2. Alors si le tome 1 avait été un service de presse, le tome 2 est un achat personnel, et ici nous sommes dans une bibliothèque maudite, et je vais retrouver donc mes 2 personnages. Et sur la présentation, eh bien, c'est exactement la même chose que le tome 1, avec des en-têtes et des pas de page qui vont nous accompagner dans notre lecture. En tout cas, une nouvelle aventure que je vais découvrir. Et pourquoi je sors de ma palle ce tome 2? Tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir reçu, eh bien, je vais vous le montrer, le tome 3. Donc ici, c'est un service de presse. Et vu que j'ai vraiment envie de suivre les aventures de nos 2 compères, je n'allais certainement pas découvrir le tome 3 avant d'avoir lu le tome 2. J'ai envie de voir leur évolution et puis leur intrigue, la manière dont ils vont l'amener. Un tome 3 qui s'intitule Indiana Bones et la cité perdue. Alors moi, je suis fan de ces couvertures jeunesse qui vont venir nous représenter les personnages principaux, et puis alors avec des couleurs. Vraiment, ce tome 3 est magnifique. Donc voilà une saga jeunesse vraiment accessible pour les lecteurs. Alors je pense à partir de 8 ans. C'est très bien. Je trouve que les couvertures rentrent très bien dans une bibliothèque. Un tome, une suite d'aventures. Vont-ils aller au bout de leur quête? Vont-ils trouver le parchemin ou pas? Eh bien ça, j'ai hâte de le découvrir. Autre réception que j'ai reçue est également une réception des éditions Saxo. Et là, j'ai hâte
aussi de le découvrir. Il ne va pas rester longtemps dans ma palle. Il s'agit de l'Aube des dragons. Regardez-moi la couverture. Écrit par Marie Mancusi. Une couverture de feu. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, il est en relief. Incroyable. Je vous partage sa 4e de couverture. Le monde extérieur est devenu dangereux. Des incendies ravagent les terres et rendent l'air quasiment irrespirable. Comme tous les habitants de sa ville, Lucas est donc forcé de passer la majorité de son temps à la maison. Son ami Noah est persuadé que des dragons sont à l'origine des feux, mais Lucas a du mal à y voir plus que des théories du complot. Pourtant, quand la famille de Noah quitte précipitamment la région et que de mystérieux agents débarquent pour fouiller leur maison, Lucas commence à se demander si son ami n'approchait pas de la vérité un peu trop près. Décidé à connaître le fond de l'histoire, le jeune garçon fait alors une découverte qui menace de tout embraser. Les dragons arrivent, êtes-vous prêts? Magnifique, alors cette couverture, je suis trop fan. C'est un roman qui fait un petit peu plus de 300 pages, mais j'aime beaucoup cette couverture. Un de plus qui ne va pas attendre très longtemps dans ma palle. Je vous ai parlé tout à l'heure donc de ma lecture jeunesse que j'allais enchaîner là dans les minutes qui suivent. Une autre lecture que je vais débuter, et cette fois un thriller. Et oui, un roman qui pareil a fait son entrée dans ma palle il n'y a pas longtemps et que j'avais hâte de ressortir. Ce roman s'intitule La Nounou de S.L. Harker, publié chez Michel Lafon-Poche. Elle est chez vous et elle vous ment. Et là, nous sommes sur un petit roman qui, en version poche, fait 283 pages. Donc, s'il est addictif, c'est une lecture qui peut se lire vraiment très rapidement. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je me plonge dans ma lecture jeunesse et dans ma lecture thriller et je vous reprends un petit peu plus tard. Terminé. Il s'agit du roman jeunesse qui s'intitule Indiana Bones et la bibliothèque maudite, publié aux éditions Saxo. Un roman jeunesse qui fait 221 pages, un tome 2. Le tome 1 s'intitulait Indiana Bones et la dernière croisière, un premier tome que j'avais beaucoup aimé. Beaucoup aimé de par l'intrigue qui nous était proposée, mais également par les personnages que j'avais eu le plaisir de rencontrer. Indiana Bones, ici présent, et sa meilleure amie, Aisha. Un tome 2 très étroitement lié au premier tome. Il s'agit donc d'une saga dans laquelle il faut lire les tomes dans le bon ordre. Dans le premier tome, nous découvrions comment eux-mêmes se sont rencontrés et puis j'avais eu le plaisir de partir et de les suivre dans leur quête, celle de retrouver le trésor du vengeur solitaire. Et pour cela, un joli voyage en Égypte nous était proposé. Dans ce récit, qui est donc la suite, nous continuons à les suivre à travers leur quête. J'ai eu beaucoup de plaisir de retrouver ces personnages, beaucoup de plaisir également à repartir à leur côté, voyager, à les suivre à nouveau dans leur quête, à retrouver également les personnages qui ne manqueront pas de leur mettre des bâtons dans les roues, parce que qui dit trésor dit que c'est un bien qui attire plus d'une convoitise, et puis de nouveaux personnages font leur apparition. Alors j'aime beaucoup cette saga, non seulement parce qu'elle est très bien écrite, parce que ces personnages, ce duo improbable est aussi très attachant et très complémentaire, mais ce que j'aime surtout, c'est le rythme soutenu tout au long de ce récit. Alors, c'est un roman jeunesse, très certainement à partir de 9 ans, et justement, le rythme qui est présent dans ce roman est idéal pour les plus jeunes lecteurs, tout simplement parce que cela maintient en éveil leur intérêt et attise bien évidemment leur curiosité. Enfin, je parle des jeunes lecteurs, mais vous l'aurez compris que je suis tombée dans la marmite et qu'il me tarde de découvrir la suite de leurs aventures dans un tome 3 qui a d'ailleurs une couverture qui est magnifique. Donc je vous en dirai un petit peu plus lorsque j'aurai découvert le tome 3. Et ensuite, ma lecture suivante est un tout autre genre littéraire, une romantaisie.
pour laquelle je vous mets sa couverture juste ici. Cette romantaisie s'intitule Nos mondes différents, écrit par Myriam Gawawi. C'est un roman qui est auto-édité et disponible, inclus dans l'abonnement Amazon Kindle. Je vous partage sa 4e de couverture. Une romance royale, un amour interdit, une vérité trop dangereuse pour être révélée. Bienvenue à Darenham, capitale du royaume d'Alia. Un simple muret sépare deux mondes. D'un côté, les nobles brillent, de l'autre, les villageois survivent. Eden, jeune couturière du peuple, voit sa vie basculer lorsqu'un imprévu la propulse entre les murs du palais royal. Elle y découvre un monde d'apparence et de complot, et croise la route du prince, distant, fier et fascinant. Derrière chaque sourire se cache un couteau, derrière chaque titre, un secret. Et au centre du palais, une pierre ancienne, elle juge, elle révèle, elle protège. Certains la convoitent, d'autres la craignent, mais une chose est sûre, elle ne ment jamais. Secret, trahison, héritage interdit et un amour qui pourrait tout faire basculer. Nous sommes donc au cœur d'une romantaisie royale avec des personnages très très forts, très attachants. Une romance slow burn qu'on a le plaisir de voir évoluer sous nos yeux au fur et à mesure des pages, avec des protagonistes dont l'autrice s'est clairement jouée de moi, parce que dans mon précédent rush, je l'avais annoncé en vous disant que j'en étais environ à la page 100 et que j'avais les protagonistes devant les yeux de cette romance, que ça y est, ils s'étaient rencontrés. Alors j'avais bel et bien le prénom de la protagoniste féminine, mais je n'avais pas le nom de du protagoniste masculin. Je me suis trompée et j'ai beaucoup aimé d'avoir justement cet effet de surprise. Mais vous l'aurez compris, qui dit romantaisie dit romance, et qui dit également fantaisie. Et oui, il y a une magie qui va tourner autour de cette pierre qui se trouve cachée au cœur du château et qui est l'objet de convoitise d'un grand nombre de personnes, ou plus particulièrement d'une personne dont je tairai pour ne pas vous spoiler le nom de cette dernière. Entre les deux, eh bien, nous allons voir évoluer la vie sociale, économique et politique du château, et puis nous allons découvrir les secrets, les trahisons et les mensonges de certains protagonistes. En tout cas, 674 pages qui, sur le papier, pourraient effrayer, mais la plume fluide de l'autrice m'a assuré un grand moment de lecture. J'y ai dévoré ce premier tome. J'y ai beaucoup aimé parce que il s'agissait d'une romance. J'ai aimé les suivre, j'ai aimé les voir se rencontrer, j'ai aimé voir évoluer leurs sentiments. Et puis, au cœur de cette intrigue se cache beaucoup de rebondissements. C'était un très très bon moment de lecture. Petite chose que j'aurais peut-être un petit peu plus préféré, c'est que pour moi, qui dit romantaisie, dit 50-50 entre la romance et la fantaisie. Alors je ne vais pas aller jusqu'à dire une parfaite égalité dans le traitement de ces deux genres littéraires qui se réunissent, mais quand même, ici, dans ce roman, eh bien, il y a une grande part à la romance et la fantaisie est un petit peu en second plan. Néanmoins, qui dit romantaisie dit bien évidemment que la partie fantaisie va venir impacter la romance et elle va être le cadre de certaines intrigues qui nous sont édictées tout au long du récit. Mais néanmoins, j'aurais aimé juste un petit peu que la part de fantaisie revienne un petit peu plus souvent dans l'histoire. Mais là, c'est clairement pour chipoter, c'était une très très chouette lecture. J'étais très bien dans ma lecture. D'autant plus, ce que j'ai aimé, c'est qu'il s'agissait d'une romance accessible à tous, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de smut. Je ne suis pas contre le smut dès lors qu'il apporte quelque chose à l'intrigue. Pour rappel, j'avais beaucoup aimé le thriller Inside de Luca Miratelli. Il y avait certaines scènes à caractère explicite et pour autant qui servaient pleinement l'intrigue, qui permettait de comprendre la psychologie de certains personnages. Et force est
de constater que malheureusement dans beaucoup de romans maintenant, il y a ce genre de scène qui n'apporte strictement rien. Là, en l'occurrence, il n'y a pas ce genre de scène. On se laisse porter par les personnages. Plus d'une fois, j'ai eu la sensation d'être une petite souris qui était au cœur de la capitale. Malheureusement, eh bien, je n'étais pas cette petite souris, mais j'ai pris tellement de plaisir à rencontrer ces personnages, à découvrir les manigances des uns et des autres. Et puis, j'ai aimé l'évolution de ce personnage principal, cette jeune couturière qui s'appelle Eden, et donc que nous allons principalement suivre parce que le titre est très important. Il s'intitule « Nos mondes différents ». Effectivement, elle n'appartient pas à la noblesse et c'est par un concours de circonstances, par une proposition qu'elle ne peut pas refuser, qu'elle va se retrouver projetée pendant plusieurs jours au cœur de cette noblesse et va vivre au château. Mais d'habitude, d'ordinaire, elle appartient à ce qu'on appelle vulgairement le petit peuple et donc de l'autre côté du mur, au milieu des villageois qui, chaque jour, tentent de survivre. Et j'ai aimé voir la façon dont elle a évolué au cœur du château. J'ai aimé voir son tiraillement entre noblesse et là d'où elle venait et toutes ses interrogations. Et surtout, j'ai aimé qu'elle était fière de ce qu'elle était. J'ai aimé également qu'elle était forte, déterminée et avec des convictions qu'elle était capable de tenir, combien cela pourrait lui en coûter. En tout cas, une très chouette romantésie, un premier tome très prometteur qui annonce beaucoup de choses pour le second tome. Alors, un second tome que j'ai d'ores et déjà téléchargé encore une fois via l'application Amazon Kindle parce que le second tome est lui aussi disponible. Alors, j'ai hâte de le découvrir. Vous êtes toujours là? Vous tenez le coup? Parce qu'effectivement, si pendant plusieurs jours, je n'ai pas pu prendre la caméra, eh bien, cela signifie que j'ai plusieurs avis lecture à vous partager. Et on va encore une fois changer de genre littéraire avec cette fois une BD. Alors, je n'avais pas l'intention de la sortir de ma palle tout de suite. Problème de délai, je dois le rendre à la bibliothèque. Donc, je me suis dit c'était l'occasion ou jamais de le découvrir. Cette BD s'intitule La famille Belle Aventure, le premier tome, 1000 millions de 1000 à bord, et je vous partage sa 4e de couverture. À la suite du décès de leur mystérieux père, Donovan, Solène et Lalou se voient léguer une carte permettant de voyager aux 4 coins du monde. Bien décidés à rejoindre leur mère, célèbre cantatrice au Chili, pour lui annoncer la triste nouvelle. Ils se lancent alors dans une véritable course contre la montre, mais c'est sans compter sur l'irruption de Sissi, une adolescente inconnue dans leur villa. Nous allons donc rencontrer dans cette BD cette fratrie. On découvrira la maman bien plus tard, une fratrie très souvent laissée seule à la maison, déscolarisée, ou alors une fois de temps en temps, et ils vont eux-mêmes rencontrer Sissi, qui se cache à leur domicile. Je ne vous en dis pas plus sur l'objet de leur rencontre, mais c'était vraiment une chouette BD, un chouette moment de lecture. Ce que j'ai aimé dans ces personnages, c'est que ce sont des jeunes adolescents avec à la fois le dynamisme, la vivacité qu'ils peuvent avoir à cet âge-là et en même temps, comme je l'ai dit, ils sont très souvent seuls, ils ont le poids des responsabilités. Ils sont parfois drôles, ils ne manqueront pas de nous faire sourire, un petit côté fou, et ils ont un très grand cœur. Ils veulent rejoindre leur maman pour leur annoncer la triste nouvelle, celle du décès de leur papa. Un papa bien trop absent, mais surtout un papa très mystérieux, parce qu'au cœur de cette BD, réside une grande énigme autour de leur papa. L'intrigue également se tourne un petit peu autour de lui et justement donne envie de découvrir le second tome. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans cette bande dessinée, c'est que l'un des enfants est porteur de trisomie 21. Alors, vous n'êtes pas sans savoir
que le handicap dans le monde de la littérature n'est pas suffisamment représenté. La trisomie 21 l'est encore moins. Et alors, dans une BD, c'est quasiment du jamais vu, sauf évidemment une BD porteuse de ce sujet-là, plus précisément. Là, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai aimé que ces personnages existent et vivent toutes les aventures qu'ils vont vivre dans ce récit. Une BD qui fait 55 pages. Une BD qui fait 55 pages. J'ai beaucoup aimé. Le graphisme, c'était sympa. Alors, ça fait pas partie de mes illustrations préférées, mais j'ai trouvé ça quand même très, très chouette. Il y a du rythme. Voilà. C'est rythmé au fur et à mesure, notamment de leur punchline, de leur réaction, de leur prise de décision. Parfois un petit peu folle, dirons-nous. Mais c'était vraiment très chouette à découvrir. C'est un récit qui est très coloré. Donc cela permet également d'avoir du rythme, d'avoir ce plaisir de la lecture et de tourner les pages. En tout cas, j'aurai à cœur d'emprunter le tome 2 pour en découvrir un petit peu plus sur cette famille extraordinaire et puis sur toute l'intrigue à la fois autour de leur existence même, parce que vous reconnaîtrez que ce n'est absolument pas anodin d'avoir 3 adolescents qui découvrent chez eux une jeune fille qui s'y cache, d'avoir une maman cantatrice et puis surtout d'avoir un papa mystérieux à qui il arrive dans ce premier tome un certain nombre de choses et qui nous laisse un petit peu le souffle coupé. On a envie d'en savoir un petit peu plus autour du mystère de leur papa. Donc, c'est parti, j'emprunterai le tome 2. Allez, le dernier roman là que je viens de terminer, j'avais trop hâte de pouvoir prendre la caméra et de vous en parler. Il s'agit du dernier roman de Diane Jeffrey qui s'intitule Écart de conduite, publié chez Istia et compagnie. Un roman qui fait 446 pages. Un thriller vraiment, vraiment très, très chouette et qui m'a fait passer un excellent moment de lecture. Je vous partage sa 4e de couverture. Si vous n'aviez rien à perdre, jusqu'où iriez-vous pour connaître la vérité? À l'issue d'un week-end clandestin au bord de l'océan, un couple renverse un piéton et le tue. Plutôt que d'appeler les secours, Nick et Kirsten décident de dissimuler le corps et découvrent qu'ils connaissent la victime. C'est l'homme qui leur a loué une chambre pour leur escapade amoureuse. Sa femme le cherche, elle attend un enfant. Un duel étouffant entre le chasseur et sa proie, sur fond d'auto-justice et de vengeance à tiroir. Comme toujours, avec Diane Jeffrey, vous n'êtes pas prêt d'imaginer la chute de ce thriller délicieusement britannique. Mais quel chouette roman, quel chouette thriller. Nous allons rencontrer Nick et Kirsten qui ont toutes les raisons du monde d'avoir envie de partir en escapade amoureuse de 3 jours en tête-à-tête, mais surtout 3 jours qui devront rester secrets parce qu'il s'agit d'un couple illégitime. On les rencontre au tout début de cette intrigue, au moment où justement Kirsten a un pressentiment. Toutes les meilleures choses ont une fin, c'est cette phrase qui lui tourne en tête, mais alors, quelle fin? Au moment où ils vont devoir aller rendre les clés, ils rencontrent celle qui était la propriétaire de leur location, une femme qui cache un très très joli secret. Elle est enceinte. Oh, de pas si longtemps que ça. Mais alors, quelle joie puisqu'elle vient de l'apprendre il y a très peu de temps. Nick et Kirsten reprennent la route, se trompent de route et il pleut à verse, il renverse. Croit-il un chien? Et c'est en sortant de la voiture qu'ils s'aperçoivent que ce n'était pas le chien, que le chien va très très bien, mais au pied de leur capot se retrouve un homme. Un homme qui est allongé sur le ventre et en le retournant pour voir s'il respire encore, ils s'aperçoivent que c'est le propriétaire de leur location. Et là, eu égard à divers événements, eu égard à diverses pensées qui vont leur traverser l'esprit, ils vont prendre la décision de cacher le corps. Je n'en dis pas plus sur l'intrigue, une intrigue vraiment très bien ficelée,
très rythmé. Une partie psychologique est très importante dans ce roman. Et puis alors, ce que j'aime, c'est qu'il s'agissait d'un roman choral, un duel de femmes. Pourquoi je dis un duel de femmes? Parce que bien que Nick ait son importance dans le récit, une grande importance dans le récit, bien que les personnages masculins ont eux aussi une grande importance dans ce roman, eh bien le roman choral va être cette opposition de points de vue entre la propriétaire des lieux et Kirsten. Et à chaque fois, on va jongler entre leurs deux points de vue, entre ce que ces deux femmes ont à vivre. Et alors, la particularité de ce roman qui m'a interpellée dès les premiers échanges, c'est que le récit est écrit à la troisième personne lorsqu'il concerne l'une des deux protagonistes, alors qu'il est écrit à la première personne lorsqu'il concerne l'autre protagoniste. Je fais exprès de rester vague pour que vous ayez quand même cet effet de surprise, mais ce qui fait que petit à petit, eh bien forcément, nous, lecteurs, on s'immisce et on prend à cœur un petit peu plus le sort de l'une des deux. En tout cas, cette différence dans la narration, c'est ce que cela m'a produit. J'ai eu à cœur de soutenir l'une des deux plus intimement, comme si j'étais un petit peu plus lié à une de ces deux femmes. Et j'ai aimé cette originalité dans la différence de la narration, dans l'existence de ce roman choral où j'avais vraiment l'impression effectivement que nous avions cette opposition de deux femmes déterminées, l'une et l'autre pour des raisons très différentes, et ça donnait le rythme du récit jusqu'au point final. Et puis va venir se cacher certaines parties avec un courrier qui est écrit par on ne sait pas qui, mais on ne sait pas à qui non plus, ce qui laisse présager certaines choses, et pour autant, eh bien, nous n'en avons pas les tenants et les aboutissants. J'ai passé un très bon moment de lecture. Vraiment, ce récit était immersif, avec une toute petite forme de huis clos, dans le sens où on se trouve, nous lecteurs, enfermés entre très peu de personnages au final. Certains moments sont beaucoup plus touchants que d'autres, et puis alors, des fois, eh bien la prise de décision de certains personnages, on a envie encore une fois, de les secouer, parce que ce n'est pas juste, pas possible. En tout cas, un récit que j'ai dévoré, il n'y a vraiment pas d'autre mot. Il m'a été impossible à lâcher. J'avais envie de savoir qui dans ce duel entre femmes, eh bien, allait remporter, entre guillemets remporter, la bataille. En tout cas, un duo de choc au sommet, un excellent moment de lecture. Alors, pourquoi ce n'est pas un petit coup de cœur ou un coup de cœur? Tout simplement parce qu'il m'a manqué un effet encore plus waouh dans le final. Voilà. Lorsque j'ai terminé ce roman, je suis obligée de le reconnaître, j'attendais quelque chose encore plus d'explosif, encore plus waouh, encore de ce duel qu'il allait en ressortir quelque chose d'excessivement fort, et malheureusement ça n'a pas été le cas. Ça a été un très chouette final, effectivement inattendu sur la tournure des événements, sur le choix de certains personnages, mais j'ai pas eu l'effet explosif au point final, cet effet que j'attends, et que lorsque je referme le livre, je n'arrête pas de repenser à la lecture. Là, malheureusement, ça n'a pas eu cet effet-là sur moi. J'ai aimé vraiment ma lecture jusqu'au point final, mais j'en attendais quand même un petit peu plus. Voilà ce qui fait que du coup, ça ne peut pas être un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture que je vous recommande. Je vous recommande de découvrir ces personnages et de vous plonger à corps perdu dans ce duel. En tout cas, pour moi, si je dois le recommander, oui, non, peut-être, c'est un oui. Coucou, il est 20h15 et c'est sous une pluie diluvienne que je vous prends juste quelques secondes. Je sors des courses et qui dit courses dit que je suis passée devant l'espace culturel et je n'ai pas pu résister à la tentation d'y entrer. Néanmoins, j'ai été extrêmement raisonnable. Alors, très honnêtement, je n'en tire aucun mérite. C'est juste qu'ils étaient à 10 minutes de la fermeture. J'ai donc pu me procurer
le prochain roman qui est notre lecture commune avec les copines du Book Club qui s'intitule La Meute, écrit par Olivier Ball et publié aux éditions Pocket. Et puis ensuite, en sortant des courses, je viens juste de passer à la boîte à dons. J'avais plusieurs choses à y déposer et en fouillant un petit peu, j'ai récupéré un joli +3 dans ma palle avec le roman de Ragnar Jonasson qui s'intitule 10 âmes pas plus. Alors, publié aux éditions Le Point. Voilà. Donc, il est un peu dans son jus, très légèrement jauni, mais c'est le jeu aussi des boîtes à dons et puis de la seconde main, donc ça ne me dérange vraiment pas. Un auteur dont je n'ai lu encore aucun roman, et pourtant j'ai 2 romans dans ma palle le concernant. Ça fera un +3. Donato Carisi, très clairement cet auteur 2026, je ne le laisse pas passer, j'ai très envie de le découvrir. Ici, le roman s'intitule La Maison sans souvenir, publié au livre de poche. Et enfin, le 3e roman, allez, +4 pour cet auteur. Encore une fois, Donato Carisi, Je suis l'abysse. Alors, je sais qu'il a écrit une saga, une ou plusieurs sagas. Donc, bien évidemment, avant de me plonger dans ces récits, il faut que je vérifie sur Livre Addict ce qu'il en est, si ce sont des tomes one-shot ou si il s'intègre dans une saga. Affaire à suivre. Donc, je vais en profiter pour venir clôturer le vlog. Désolé pour cette luminosité nocturne, mais je vais le clôturer juste ici pour en ouvrir un autre très rapidement. J'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. Peut-être que je vous aurai donné des avis lecture. S'il y a certaines de mes lectures que vous avez déjà pu découvrir auparavant, eh bien, laissez-moi un petit commentaire. Je serai ravi de venir échanger les concernant. Je vous invite également de liker, à vous abonner, pourquoi pas, si le cœur vous en dit. Mais en attendant, je vous souhaite de très belles lectures et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures littéraires. Ciao!